Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour la troisième partie de la session 18 de notre Ciné-Club K, toujours dans cette belle salle de l'Institut français à Yaoundé. Et nous allons, depuis 2 jours, nous vivons de très belles choses. Et pour cette dernière articulation, où nous avons eu le plaisir d'être avec tout ce temps, avec l'auteur de ces beaux films. Nous avons vu ce matin déjà avec les jeunes, nous avons regardé Le Sapeur et ce soir, nous allons regarder Sur les chemins de la rumba et nous avons avec nous depuis 2 jours l'auteur, le grand David-Pierre Fila qui est avec nous. Applaudissez pour lui. Alors David, comment tu te sens? Déjà 2 belles articulations, je crois, non? Bien, je me sens très bien. Alors bonsoir. Comme le dit Souleymane Cissé, même si c'est une personne, il faut faire la projection une personne. Par respect. Oui. Donc, merci d'être là. Mais ils sont nombreux. On est nombreux dans la salle et merci. Nous allons voyager. Oui, parce que c'est un long voyage sur le chemin de la rumba. C'est un film qui a pris du temps. Parce que fallait aller aussi en Amérique, dans les Amériques du Sud, Cuba, l'Équateur, la Côte d'Ivoire, le Congo. C'est un film qui m'a fait voyager et qui m'a fait découvrir aussi beaucoup de choses par rapport à cette musique, cette danse qui nous est commune. Et je trouve que moi j'étais bercé avec cette musique dans le dos de ma mère. Donc c'était important de rendre hommage à tous ces grands musiciens, à tous ces grands noms et à cette danse qu'on appelle la rumba, qui au départ est kumba, donc le nombril. Et donc c'est la danse du nombril, la rumba, que les Espagnols ont transformée. Mais au départ c'est kumba, qui est le frottement de 2 nombrils. Waouh! C'est ça, la rumba. Ne nous dis pas tout. Ne nous dis pas tout. Je crois qu'on va découvrir, on va s'installer. On le regarde, ce beau film qui va nous faire 1h38. Ensuite, on pourra échanger. Je crois que tout le monde attend de pouvoir discuter avec toi. Merci. Sur ce beau sujet. Merci. Allez, installe-toi et installez-vous. Nous allons regarder ce film et je vous souhaite un très bon film. ata basali nyonso pamba bakokota bandako ya kisi bakozwa moto te mama nalingaka yo sheri na ngai ye batika kokota ya ngai na yo nalingaka yo sheri na ngai ye batika kokota ya ngai na yo pesa. Il y a toujours ces 3 accords de base, hein, qui sont en fait, si on doit prendre vraiment la simplification première, c'est la tonique et la quinte. C'est-à-dire au début c'est accompagnement solo. C'est la même personne qui faisait l'accompagnement, c'est la même personne aussi qui faisait aussi le solo. Mais tant et ça là dit que les gens ont compris et ça qui m'a vite. Aujourd'hui, accompagnement et au solo, ça l'a moins vite. D'où il fallait chercher une autre personne qui viendra compléter ce vide-là. Et ça dit solo. Là, accompagnateur ailleurs, ça là, bon, sur la bête accompagné, ce n'est qu'après, et ça il y a ce que toi ajouter encore un autre guitariste, le mi-soliste. Chaque chose qui est produite, le peuple s'en empare et améliore. Donc la rumba qu'on danse aujourd'hui à Cuba,
n'est pas exactement la rumba dont Papa Wemba se fait le chantre. Oui. Mais les fondamentaux restent les mêmes, c'est la rumba. C'est comme le football. Le football, chaque peuple joue au football en mettant en exergue ses qualités premières et ses qualités fondamentales. Mais les 17 lois restent les mêmes pour tout le monde. Tobandaki alliance o yangai na yo banda bo mwana mama nepaki tetete soki okotika ngai na kati ya londende boye sikoyo nga nayebi te yangai na yo ekomi ya motako ngungu lobelangaki tete soki okozonga o na pasi oyo na jali tobandaki alliance o yangai na yo banda bo mwana mama nepaki tetete soki okotika ngai na kati ya londende boye sikoyo nga nayebi te yangai na yo ekomi ya motako ngungu lobelangaki tete soki okozonga o na pasi oyo na jali mpe motema Waouh! Applaudissez encore pour cette balade au cœur de la rumba. Sur les chemins de la rumba. Quel voyage, David Pierre. Tu nous as menés très très loin. Pour les jeunes, pour les vieux, pour les, je sais pas, les tout petits. Je crois qu'on s'y retrouve. On a essayé. Bah écoute, je vais te donner la parole après, mais je pense que en attendant que toutes les émotions que nous avons ressenties puissent se poser, je vais donner la parole à Léontine pour qu'elle me donne son tout premier sentiment. Bonsoir Léontine. Bonsoir Marie-Noël. Bonsoir David Pierre. Alors, mon sentiment, je suis encore toute remuée. Sur les chemins de la rumba nous a fait visiter des lieux. Mais quels lieux? La rumba qui a traversé des océans, alors nous a donné des sonorités à entendre, des paysages à voir, des couleurs à admirer, des rondeurs, mon Dieu, des courbes à voir. Vous avez vu toutes ces formes généreuses. J'ai envie de dire que l'Afrique, elle est généreuse. Alors, en voyant ces images, je me suis dit, en écoutant les commentaires et le récit, je me suis dit que nous avons en nous tous quelque chose de la rumba. Nous sommes la rumba. Ah oui, nous sommes la rumba. Et à certains moments, j'ai dû me retenir pour ne pas me lever et esquisser quelques pas de danse. Et je me rappelle, vers la fin des années 80, début des années 90, nous avons quand même dansé ici à Yaoundé au son du rythme ou alors des chansons de Franco, du grand Franco, Pépé Calais et Moro, l'orchestre Zaiko Langa Langa. Alors c'était quelque chose de... Ça m'a beaucoup plu parce que là, je me suis retrouvée vraiment dans ces sonorités. C'était très beau. Et puis, vraiment, le commentaire de M. Yao qui disait, la rumba, finalement, ça vous apporte une paix, une quiétude. Finalement, c'est un rythme qui vous réconcilie avec la vie. Moi, je crois que c'est ce que j'ai retenu. Merci beaucoup, Léontine. J'ai failli dire qu'en appréciant comme tu le fais, ça te donnait déjà de quelle époque tu étais. Mais évidemment, non, de quelle époque nous étions. Ça ne me rajeunit pas. Mais je suis sûre que tu nous diras si cette musique que tu as revue, enfin ton film 2014, tu l'as revu. Est-ce que tu penses que ce film, aujourd'hui, s'adresse pas seulement à des personnes de notre âge ou alors aux plus anciens, mais également à la jeunesse? Les enfants disent que c'est la musique des papas et des mamans. Non, je crois qu'elle n'a pas d'âge, cette musique.
Elle n'a pas d'âge, parce que même si après ça devient le dombolo, le coupé-décalé, il faut dire que quand la rumba est partie aux Antilles, qu'elle a rencontré la biguine, c'est devenu que Kassav a amené le zouk. Et en Côte d'Ivoire, ça a donné le coupé-décalé. Donc c'est pour dire que cette rumba, elle est éternelle, elle voyage, elle se métaforme, mais c'est toujours la rumba. Le voyage continue. Tout à fait. Et pendant tout ce film, pendant 1h38 minutes, tu nous as fait nous balader, autour du monde. On était sur toutes les côtes. On était en Côte d'Ivoire, on était en Angola, on était au Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, et même dans les Antilles. Je veux dire que, est-ce que la rumba, en fait, c'est une musique qui... comme quelqu'un l'a dit, musique de partage, d'osmose ou de convergence. On est d'accord avec ça? Oui, parce que Yao, qui est ivoirien, n'est pas de notre monde, quoi, n'est pas du bassin du Congo. Il est d'Afrique de l'Ouest, donc il est très loin de ses préoccupations. Mais il a trouvé en cette musique, en cette danse, les sons qu'il recherchait. Lui qui a vécu longtemps à l'étranger, s'est retrouvé dans cette rumba et il en parle mieux que quelqu'un de natif du bassin du Congo. J'ai trouvé que il dit des belles choses autour de cette rumba. Quand on a grandi avec cette musique et cette danse, je crois qu'on a un autre comportement dans la vie. Mais comment tu expliques le fait que, moi j'ai toujours entendu la rumba était écoutée partout dans le bassin du Congo, dans toute l'Afrique en fait, parce que Radio Brazza et Radio Kinshasa Léopoldville ces radios étaient très puissantes. Est-ce que c'est dû à ça ou alors tu penses simplement que c'était cette musique qui unifie? Non, je pense que ça a joué aussi parce que, comme l'explique mon frère qui n'est plus là aujourd'hui, cette musique a permis au moment des indépendances d'être reprise. Donc c'est resté. Mais je pense que les radios de Brazzaville, les radios de Léopoldville à l'époque ont joué un grand rôle aussi pour l'écoute et l'acceptation de cette musique, parce que c'était les premiers qui faisaient vraiment de la musique. Je voudrais, avant de passer la parole dans la salle, que tu nous racontes un peu la genèse de ce film, parce que c'est comme une synthèse la plupart de beaucoup de tes films. C'est vrai que là-dedans, on parle aussi de la forêt, on parle de ton combat pour l'environnement, on parle de la sape qu'on a vu ce matin, le sapeur. Est-ce que ce film, un peu, comment tu l'as d'abord? Comment tu t'es retrouvé à le faire? Parce que je crois que l'histoire est très intéressante. Non, c'est un film, c'est d'abord des sensations, c'est une musique. Enfin, c'est la musique que ma mère mettait quand elle me portait sur le dos. Donc c'était cette musique que j'entendais, et cette musique qui m'a poursuivi même en grandissant, et que j'ai retrouvé un jour. Je crois qu'il y avait un morceau qui passait et ma mère m'a dit, mais tu te rappelles, est-ce que tu te rappelles? Je dis, ben oui, je me rappelle, cette musique m'a bercé. Donc c'est aussi l'essence du film. Après, il fallait voyager. Il fallait faire des recherches au niveau historique, il fallait faire des recherches au niveau des musiciens qui vivaient encore, qui pouvaient raconter leur rumba, comment ils l'ont construit, comment ils se sont formés, comment ils se sont installés, par exemple ceux du Congo, parce que c'est les Essou, les Malapé, les Nganga qui sont partis en Kinshasa et qui ont cofondé au Kidjaz, qui ont fondé, et c'est eux qui sont la jeunesse de toute cette musique, de tout ce mouvement de musique dansée. Et après, donc, Kinshasa, les gens sont beaucoup plus nombreux, donc les orchestres, donc ils ont popularisé ça. Mais déjà, il y avait les bases. Et je pense que pour mes conseillers qui est là pourra rajouter encore des choses. Merci pour la passe, parce que justement, j'allais me tourner vers lui. Monsieur Iloulou Jean-Michel, monsieur le premier conseiller de l'ambassade du Congo, de la République du Congo au Cameroun, merci d'être là. Je suis sûr que vous avez des choses à nous dire incroyables. Vous êtes déjà un féru de cette rumba. Nous sommes très impatients de vous écouter.
Merci Marie-Noël, merci David, merci Léontine. Avec toute la poétisation que Léontine a faite, je crois que, sans qu'elle ne soit née dans la rumba, mais j'ai compris que ça a été vraiment la musique de notre génération. Parce que la rumba, en fait, nous a trouvés dans les berceaux. Dans les berceaux. Et quand j'ai vu tous ceux-là qui ont été témoins dans le film, ça n'a fait que dire ce que je disais hier, que la famille Fila, parce que celui qui parlait, c'est le grand Fila, qui a été journaliste, qui a été formateur à l'université, notamment en sciences et techniques de communication. Et il a beaucoup porté. Je préfère dire porter, je ne veux pas dire apporter, mais le doyen Fila a beaucoup porté la musique congolaise des deux rives. Parce que, comme je disais hier encore, que quand je parle du Congo, je parle d'un seul Congo. Parce que j'ai envie de dire que la rumba, en dehors du fait que ça nous a trouvés dans les berceaux, mais la rumba est née également dans le fleuve Congo même. Vous voyez, la rumba, en fait, on parlait tout à l'heure, Zao parlait tout à l'heure des Ngembo. En fait, les Ngembo, ce sont les spectateurs qui n'ont pas droit de citer dans le bar dancing, mais qui regardent à travers les murs. Donc, ils montent pour regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce bar dancing, pour voir un peu, pour nourrir la curiosité. Et donc, tous nous avons été des Ngembo. Quand Bantou, la capitale, arrive. En fait, moi qui suis, par exemple, natif de Dolisie, il y avait des grands bars aussi à Dolisie, des grands bars à Brazza, des grands bars à Pointe-Noire. Donc à Dolisie, on avait des bars comme Café Rio, il y avait Pavillon Bleu, il y avait Makina Loca, il y avait Petit Feignant, qui n'a pris que le nom du vieux feignant de Poto Poto. Parce que le vieux feignant de Poto Poto, c'était en fait un peu... Poto Poto, c'est un grand quartier célèbre de Brazzaville. Voilà, le quartier dont je vous ai parlé avant-hier, un quartier où vraiment c'est le melting pot de tous les Africains. Si vous voulez retrouver un Camerounais à Brazzaville, allez à Poto Poto. Vous voulez retrouver un Malien, allez à Poto Poto. Un Sénégalais, allez à Poto Poto. En fait, Poto Poto, c'est le berceau de la rumba, parce que c'est là-bas que les Bantous de la capitale ont commencé, au bar Feignant, comme on l'a dit, même si je n'ai pas suivi tout le film, mais je crois que le grand Fila a tout dit, lui qui a été un peu comme le pionnier à ce que la rumba soit le patrimoine immatériel à l'UNESCO. On n'en dira jamais assez, mais la rumba est parti dans les cales du bateau pour se retrouver dans les Amériques et nous est revenu sous la forme de salsa, de tango, de et toutes les musiques que les Noirs américains nous apportent. Bon, enfin, je ne veux pas capitaliser la parole. Vous la reprendrez tout à l'heure, si vous voulez bien. Merci encore pour cet apport, merci. Mais la famille Fila, ça revient encore. Il paraît que les Fila, vous aviez la culture, l'art au bout des doigts, dans le sang, dans les pores. Vous respiriez culture. Alors parlez-nous-en un peu. Quelle est cette œuvre familiale? Comment c'est parti? Simplement dire que à l'époque du Grand Royaume Congo, on était le protocole du roi. Donc c'est peut-être ça qui fait qu'on accompagne aussi beaucoup... Le protocole du roi, c'est pas les griots, non? Non, c'est pas les griots. Voilà. C'est vraiment c'est eux qui te permettaient de venir voir le roi. Sans eux, tu ne pouvais pas voir le roi. Donc, vous aviez des choses à raconter parce que vous étiez témoin de beaucoup de choses un peu? Oui, donc c'est une mémoire aussi. Donc et maintenant, en même temps, je me rends compte, oui, c'est vraiment ça, parce que tous mes films, c'est autour de laisser des traces ou de parler de l'environnement, de notre culture en général. Et c'est aussi accompagner
Donc ça reste, ça fait partie de moi quelque part sans le savoir, mais maintenant je sais que c'est ça. Mais écoute, on disait que le Grand Congo, c'est là où tous les grands artistes devaient aller se ressourcer. Je voudrais m'en remettre à un aîné qui est là. Monsieur Bassek Bakobio, merci d'être là. Peut-être un mot sur la rumba. Qu'est-ce que vous en direz? Notre grand Manu nous a dit qu'il a été bercé par le Grand Congo, la musique du Grand Congo. Passez le micro à Monsieur Bassek. Il est venu chanter, Manu, puisqu'il était dans les disques Ngoma, là, il est venu au Congo. Bonsoir. Non, je n'aurais pas la prétention de parler de la rumba, ce film que j'ai vu, et je connais un peu tout ce que porte en lui mon frère et ami David Pierre Fila. Je sais ce que ce disque, ce film aussi a pu faire. Parce que je crois que, vous l'avez dit peut-être au début, mais on n'insiste pas assez. Cette rumba qui est reconnue aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'est-ce que l'UNESCO lui a donné, le patrimoine immatériel, ça pose un problème. Moi, je disais d'ailleurs à David Pierre Fila que chaque fois, j'ai toujours pensé, même aujourd'hui dans ma tête, inconsciemment, que quand on parle de rumba, on parle du côté de Kinshasa. Mais là, on se rend compte que le côté Congo est très fort. Donc, je n'ai pas la prétention de parler de la rumba. Moi, je voulais remercier David Pierre Fila d'être là, d'être chaque fois là quand on le sollicite pour le Cameroun, d'avoir fait ces films qui sont des films du patrimoine historique panafricain, parce que hier, j'étais là, on voyait Mouezé, et ça rappelle des souvenirs. Et donc, je salue très très bien cette initiative, même si j'ai des interrogations sur la formule projection et émission, mais je crois que vous faites un très beau travail. Merci. Et que David Pierre, merci pour ce film, et je crois que les jeunes devraient le regarder davantage. Ils devraient regarder davantage, pas en se disant que c'est une musique du passé, parce que c'est pas seulement un film sur la musique, c'est un film sur l'histoire, c'est un film sur la conception, c'est un film sur la perception même, n'est-ce pas, de trucs. Et on se rend compte qu'on a eu une très, très, très grande histoire. Malheureusement, elle n'est pas assez vantée, assez présentée. Et je crois que des films comme ceux-là résolvent ce genre de problème. Encore merci. Merci beaucoup, Bassek Bakobio. Merci d'être là. C'est ce que je suis en train de dire depuis que je suis là. Je dis simplement, il faut montrer à l'autre qu'on peut parler de l'Afrique nous-mêmes et faire nos images et leur dire que la force de l'Afrique, c'est aussi ça. C'est pas simplement cette Afrique qu'on veut reculer, mais depuis, l'Afrique résiste et est en train aussi de sortir de ce marasme qu'on croyait atteindre. Mais je suis sûr qu'on est en train aujourd'hui de suivre notre chemin. Et je voulais aussi rajouter, parce que j'ai fait un autre film, mon dernier film, qui s'appelle « À quand l'Afrique », a été sélectionné dans un grand festival de classe A, Berlin. Et le mois prochain, il sera présenté le 5 octobre en marge du sommet des chefs d'État francophones. Le festival de la francophonie. Et je trouve que c'est déjà une force que ce film, qui est un documentaire, ait été sélectionné pour représenter l'Afrique noire, parce qu'il y a 5 films qui ont été pris. Donc il y a un film d'Afrique du Nord, il y a un film du Vietnam, il y a un film haïtien, et il y a un film, mon film, « À quand l'Afrique » représente l'Afrique noire au sommet des chefs d'État. Donc c'est déjà, quelque part, on est en train aussi de montrer qu'en Afrique, ce film qui a été fait sans être financé par des grosses structures, parce que j'ai fait appel aux dons, et je me dis que on doit croire en nos forces, on doit croire vraiment en nos possibilités. Il ne faut pas toujours compter sur l'autre qui veut absolument qu'on fasse ce qu'il veut. Je disais encore que dans les années 80, je répète parce que les jeunes ne le savent pas, dans les années 80-87, on a vraiment écrasé l'Afrique avec les réajustements structurels et ça nous a cassés dans nos élans et beaucoup de pays ne sont toujours pas remis. Donc il faut comprendre ça pour... je me rappelle qu'il y avait un grand
une grande société au Cameroun de production qui s'appelle le FODIC. Le FODIC, oui. Il y avait des institutions qui avaient été créées, des formations, des écoles, des hôpitaux, et repartir de zéro, c'est difficile pour nos pays, mais il faut croire en la force, à la résilience qu'on a. Et c'est à vous aujourd'hui, à la jeunesse, de penser qu'on peut faire les choses autrement. Le cinéma, la culture fait partie de ça. Et je crois que c'est... Je crois qu'il faut garder espoir et il faut être positif. Les choses se font à leur rythme, mais elles se font. Et nous sommes... c'est important de leur donner de la visibilité. Oui, comme le bassin. On a un grand bassin qui s'appelle le bassin du Congo. Ce bassin du Congo, aujourd'hui, est le premier poumon de la planète et que très peu de gens le savent puisque l'Amazonie a été brûlée sans cesse, saccagée pour cause d'argent, puisque on plante du soja, on brûle plein de forêts. Et cette forêt, ce bassin qu'on a, qui est fort encore, est rempli de plein de biodiversité importante qui n'existe nulle part au monde. Et c'est notre intérêt de sauvegarder tous ces biens. Je vois toujours l'importance que représentent les paysages, les beaux paysages de chez nous dans les films que tu fais. Je voudrais me tourner quand même vers la salle une fois de plus et passer la parole à qui veut la prendre, surtout aux jeunes qui sont là. Ça vous a fait quoi? Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Normani, étudiant en sciences politiques à l'université de Yaoundé 2, SOA. Alors, monsieur Pierre Fila, j'ai une question. J'ai écouté qu'il y aura une projection le 5 octobre au Conseil des chefs d'État. Alors, ma question est celle de savoir comment traitez-vous les questions sociales et politiques dans vos films? C'est un peu ça ma question. Je crois que tout est dit. Hein. Si vous avez vu le Moïse, le sapeur, et sur les chemins de la rumba, il y a toujours une part de politique à l'intérieur. C'est-à-dire que la politique, on n'est pas obligé de jeter comme ça en pâture et de dire les choses crûment. Il faut trouver d'autres axes. C'est pour ça que je n'arrête pas de le dire. Vous, la jeunesse, ne croyez pas que nos États ont une faiblesse. Mais il y a un moment, on a obligé nos États à être comme ça. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut aujourd'hui relever le défi, c'est-à-dire de mettre en place d'autres structures avec l'aide des États, bien sûr. Aujourd'hui, tout le monde a le téléphone mobile, Internet. Vous ne pouvez pas imaginer que ce petit téléphone-là peut faire décoller une fusée. Et qu'à l'époque, quand il faisait décoller les fusées, il fallait pratiquement des ordinateurs qui pouvaient être dans toute cette pièce. Donc vous avez une force avec vous, avec ces nouveaux iPhones, comme on les appelle, qui peuvent faire beaucoup, beaucoup de merveilles et beaucoup, beaucoup de choses. Donc ne tombez pas dans ce discours ou dans ces envies de penser qu'on n'est pas bien en Afrique. Bien sûr, tout ce qu'on fait est politique. L'artiste qui peint, le photographe, montrer d'autres choses, mais c'est comme ça qu'on fait bouger nos États. C'est pas en allant crier aux autres. Trocadéro. Voilà. Mais montrer que de chez nous, on peut vous parler autrement, avec les images, avec la musique, avec la photo, avec la littérature. Et c'est ça que je veux dire. C'est pas simplement s'opposer à tous les actes qui sont mis en place, mais de dire il faut enrichir. On peut faire les petites choses à son petit niveau. C'est ça qui est important. Le reste, après, on peut discuter un peu. Et je pense que ce genre de film qui nous représente, moi je pense que se raconter vraiment sans fioriture, ça permet aussi aux autres de nous voir tels que nous voulons qu'on nous voit. Parce que si on laisse que les autres racontent nos histoires, ce sera sous leur prisme. Et de dire que les films que tu fais, simplement, qui sont vus par le plus grand nombre, et surtout des gens qui ne sont pas de l'Afrique, ça veut dire que les gens ont soif de savoir qui nous sommes. Et c'est important de les faire, ce genre de film. Oui, par exemple, sur le chemin de la rumba, il y a des gens qui demandent pour la Nouvelle-Zélande. Moi, j'ai jamais été en Nouvelle-Zélande, mais ils ont vu le film et ils veulent le film en Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire que on nous impose toujours les images misérabilistes de l'Afrique. L'Afrique, elle est magnifique. Il y a une beauté au niveau de la jeunesse, au niveau de nos mères, au niveau de nos femmes, il y a une beauté partout, ça respire. C'est-à-dire que partout ailleurs, je me rappelle encore, c'est juste pour faire
On a critiqué le Burkina quand Sankara disait « consommons burkinabé ». Aujourd'hui, les Français disent quoi? « Consommons français ». Et les Américains, « America first ». Voilà. Moi, j'ai eu une image qui m'a touchée tout à l'heure, qui est revenue plusieurs fois. Ce sont ces femmes qui dansaient. Des femmes qui dansaient sur la musique, j'aime pas toujours dire, la musique de chez nous, j'aime pas dire traditionnelle toujours, mais contrairement à ce que nous voyons sur les jeunes qui dansent aujourd'hui sur cette musique-là, il y a des contorsions, il y a des parties du corps qu'on aime faire voir, mais là c'était d'une sobriété incroyable. On ne croirait même pas que c'est des femmes qui vivent en Afrique. Est-ce que c'était exprès que tu as voulu montrer ça? C'est une critique à quelque chose? On avait eu une projection tout à l'heure avec des jeunes de CM2. Il y avait une jeune fille qui avait répondu ou qui avait analysé le film qu'on avait passé. Elle avait de sa peur. Très bien dit. Je pense que, comme le dit le grand Moïse, notre modernité part des villages. Notre modernité part de la campagne. Et je crois qu'aujourd'hui, on est en train d'oublier toutes ces belles choses parties des villages, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous arrivent et on ne maîtrise pas tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants à 11-12 ans, ils ont des iPhones, donc ils ont des images qu'ils ont. Ils viennent de partout. Et il n'y a pas de règles pour pouvoir dire, attention, ça, tu ne peux pas, ou ça, tu ne peux pas. Moi, je pense qu'il faut retrouver ces gestes, donc à travers les contes, les rites, les lectures, de ce qui fait notre force. Parce que les gens sont toujours surpris de savoir que l'Afrique a résisté à la Covid, l'Afrique a résisté à tout ce qui se passe. L'Afrique résiste. Et il y a quelqu'un qui parle dans le film, qui vient d'un pays de l'Ouest, qui dit que nous avons la chance d'avoir la forêt, qui fait barrière aussi à tout ça, à toute cette pénétration. Les gens qui veulent tout casser parce qu'il y a plein de richesses dans ces zones. Il y a plein de choses. Mais si on laisse passer toutes ces formes de violence et d'accaparement des terres, parce qu'aujourd'hui, le combat, c'est la terre aussi, à qui appartient la terre. Je crois qu'il y a un jeune qui a un film intéressant sur l'exploitation des richesses, notamment minières, dans une zone, je crois que c'est dans le centre-est. Ouais, je trouve que aujourd'hui, il faut vendre l'Afrique, mais par sa beauté, par ses choses. Il y a des choses mauvaises dans les coutumes, mais il y a des bonnes choses dans les traditions, je trouve. Tell and be Africa. Afrique raconte, toi, pour exister, c'est un peu dans ce cadre que nous sommes dans ce ciné-club. Je vais passer la parole à quelqu'un d'autre, lui passer le micro au monsieur. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle Pierre-Patrick Touko, je suis un cinéphile engagé, je préfère le dire ainsi. Quand le film commence, avec les fresques et des images, des dessins, juxtés d'un ton musical bien sonné, on a l'impression qu'on est dans un livre d'histoire et qu'on a affaire à un film historique. Et de bout en bout, sur le plan de la narration, sur le plan de la prestance idyllique que vous vouliez nous montrer en ce qui concerne l'histoire de la rumba, on s'y fait, on s'y plonge et on sent que derrière, il y a un orfèvre qui est aux affaires. Et à la fin, il y a une image qui nous fait comprendre qu'on est là, dans la sémiologie de l'image. Vous ne le faites pas au hasard. Quand on voit l'eau et on voit le ciel, on sait qu'on est au niveau de l'infini. Est-ce que c'est la rumba qui est à l'infini, qui ne finira jamais? Est-ce que c'est une intention particulière qui a voulu mettre dans la tête des critiques l'envie d'écrire sur votre film? C'est depuis 2015 que ce film court et ça fait 9 ans, mais on a l'impression que ça date d'hier. Ça voudrait dire que cela m'a transporté d'une autre façon. Je vous pose donc 2 questions. Sur le plan de la production, comment est-ce que vous avez pu
aller d'un pays à un autre. On sait très bien comment ça coûte. Et toutes ces personnalités qui ont intervenu dans le film, comment est-ce que vous les avez convaincus? À un moment donné, on a eu l'impression qu'on était dans un film documentaire, documenté. Et sous un autre pan, on a eu l'impression qu'on était dans une sérénade musicale ou dans un genre musical. Mais la deuxième question est la suivante. Est-ce qu'on peut répondre à celle-là? Parce que j'ai eu l'impression qu'il se retrouve déjà et puis tu reprends tout de suite. Je vais répondre à la première question. C'est le mois dernier, j'étais en Guinée équatoriale invité pour présenter le film en espagnol, animé un atelier à Caen-l'Afrique. Je suis parti de Guinée équatoriale parce que je fais de la photo aussi, avec une série de photos que j'ai intitulée « Infini d'Afrique ». Et pour rejoindre cette question par rapport à la fin, à l'eau et au soleil qui se couche, l'Afrique est infinie. C'est ça ma réponse. Merci. Et la deuxième question. On est dans quel genre cinématographique? À un moment donné, je me suis cru voir dans une comédie musicale, dans une fiction. Et à un autre moment donné, j'ai vu un documentaire très expressif et un documentaire, entre parenthèses, historique. Merci. Je parle toujours d'imaginaire. L'imaginaire du Mbongi, c'est-à-dire que du soir au village, comme l'a chanté si bien Manu Dibango. Quand tu es le soir au village, en vacances, tu as 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, tu écoutes les histoires au coin du feu. Tu n'as pas de télé, tu n'as pas de... Donc il y a des choses qu'on te raconte, ça peut être des choses magnifiques, avec de la poésie. Elle est partout, la poésie, chez nous aussi, dans ce bassin du Congo. Elle est dans les arbres, elle est dans les feuilles, elle est dans ce qu'on respire. Donc il faut la mettre en image. C'est comme le soleil. Comment tu veux traduire le soleil d'Afrique ou notre soleil qui n'est pas le même soleil que quand tu es à Bamako ou à Dakar? Tu traduis par l'eau, tu traduis par les feuilles, tu traduis par la nature et tu y rajoutes la musique. La rumba. C'est pour ça que il ne faut pas s'enfermer, le documentaire, il ne faut pas s'enfermer dans un genre. C'est les choses qu'on veut nous imposer. Mais quand on te raconte une histoire au coin du feu, ce n'est pas un genre. C'est cette façon de raconter des histoires qu'il faut garder pour dire aux autres, voilà comment nous, on veut vous parler, pas simplement avec vos images à vous et votre façon de raconter des histoires, mais nos images à nous et notre façon de raconter des histoires, comme le soir au village. Il y a des gens comme Sambène, même j'en profite parce que mon frère est là, Bassek Bakobio, qui ont fait un film magnifique, l'histoire de l'instituteur qui est dans un village. Sangomalo, qui est pour moi un grand film que tous les jeunes devraient revoir et revoir, parce que Sangomalo, c'est vraiment... Et je me rappelle la première fois qu'il a passé ce film au FESPACO, j'étais venu avec mon film, Le Dernier des Babinga. Et Le Dernier des Babinga n'avait plus de programme, n'avait plus de salle. Et donc j'avais demandé à Bassek, est-ce que je peux passer en première devant ton film? Il a dit, ben oui, il n'y a pas de problème. Donc c'est comme ça qu'on a passé Le Dernier Babinga et Sangomalo. Et de là, Le Dernier Babinga a eu plein de prix. Il a eu le prix du documentaire, le prix de... Donc il a été... Donc grâce à mon frère Bassek, j'ai pu présenter mon film au FESPACO alors qu'il était inscrit. Voilà un peu les choses qui nous lient beaucoup plus, mais c'est important de rappeler que je parle toujours de mutualiser, de collectif. L'Afrique a besoin de collectif, pas de crack. Comme le disait l'historien burkinabé Kizerbo, l'Africain, il est partout, à la NASA, chez Bill Gates, partout. On n'a pas besoin de crack, on a besoin de collectif. Voilà.
Ensemble, nous sommes forts. Je suis bienvenu au Loa, scénariste et réalisateur. Bonsoir à mon grand frère David Pierre Fila. Bonsoir, bienvenue. Je te cherchais justement. Je suis là. Je suis là, je ne pouvais pas manquer l'occasion quand même. Et peut-être avant de poser ma question, je voudrais aussi, c'est une contribution pour relever la qualité de ce travail par rapport aux jeunes qui sont là. Pour dire qu'un documentaire, vraiment, c'est aussi un film comme tout le reste. En empruntant la voie du documentaire, on peut réunir les gens dans une salle pendant plus de 90 minutes. Et vraiment, ce film, à travers la narration, à travers les émotions qu'il a suscitées, c'est un film comme tout le reste. Donc c'est pour magnifier déjà... C'est un film. Voilà. Il n'y a même pas de discussion à faire là-dessus. C'est un film. Nous sommes ici pour voir un film. Tout à fait. C'est-à-dire, du point de vue narratif, les émotions, et c'est ça le cinéma. C'est ça. Maintenant, le film a été fait il y a, on peut dire, 10 ans aujourd'hui. 2014. Voilà, 2014. L'UNESCO, le grand frère Bassek l'a rappelé tout à l'heure, a inscrit la rumba au patrimoine immatériel de l'humanité. Il y a contribué. Voilà. Il a contribué à cela. Moi, la question que je voudrais poser à David Pierre Fila est de savoir, est-ce que, parce qu'il y a toute la dimension archivage, documentation dans ces films, c'est-à-dire la sauvegarde. Est-ce qu'il pensait déjà à sauvegarder la rumba originelle, la rumba authentique? Aujourd'hui, quand on regarde un peu les influences que les musiques connaissent en Afrique, on a l'impression d'être perdu. Avec les réseaux sociaux, par exemple, mais on a des gens qui ont fait cette musique, qui a traversé des pays, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Quelqu'un comme Franco, bon, c'était pas de mon époque, mais c'était une industrie. J'ai l'impression que vous voulez nous dire quelque chose sur la musique d'aujourd'hui. Dites-le, parce que nous sommes d'accord. J'ai parlé des influences déjà, c'est-à-dire, oui. Est-ce qu'il y avait ce souci de sauvegarder la rumba authentique? Et moi, je l'ai vu à travers les musiciens qui jouent en live, qui ont un certain âge et qui faisaient danser. Et une très bonne musique. Merci. Je vais répondre indirectement, bienvenue. Ici au Cameroun, il y a des jeunes qui ont fait un film sur une musique qui s'appelle le mbolé. Et cette musique, elle est très urbaine. Elle va chercher des sonorités justement traditionnelles, avec un mélange, il y a tout dedans. Il y a du makossa, il y a du bikouti. Et que... il y a des jeunes qui ont réussi à... Pourtant, ils sont nés après, hein, mais ils ont réussi à trouver une forme pour raconter leurs souffrances, leurs douleurs, à travers cette musique de mbolé qui dérangeait les veillées, je crois, il y a une certaine période. Et je trouvais que c'est ça aussi, la transformation de quelque chose. La musique qu'on a écoutée, cette rumba traditionnelle, originale, a disparu, mais le son, la rumba de Papa Wemba et de Fally Ipupa maintenant sont différents, mais c'est toujours la rumba. Hein? La rumba de Langa Langa Star, c'était aussi différent, mais ça a amené Langa Langa Star au Japon, ça fait connaître cette rumba autrement, mais c'est toujours la rumba. Moi, je voulais aussi dire une chose tout à l'heure, quand Ray Lema était en train de nous apprendre l'art des trois, c'est les trois notes. J'avais l'impression que c'était aussi un point de départ pour le makossa. Est-ce que tu ne penses pas que le makossa également puise beaucoup de la rumba, puisque nous parlons de cette musique qui a baigné tout le bassin du Congo? Oui, parce que quand... Manu Dibango est venu, je crois que c'était avec... il a joué avec OK Jazz. Hein. Il est venu à Kinshasa. C'était aussi pour travailler d'autres sonorités. Il a amené quelque chose avec son sax. Donc il y avait du makossa à l'intérieur, même si c'était pas le makossa
original, mais c'est le makossa, c'est toujours cette danse, on la retrouve dans n'importe quelle musique. Ce que disait Yo, c'est que quand il écoute le jazz, il retrouve la musique africaine à l'intérieur. Donc c'est ça qui est important, c'est que l'Afrique, elle est partout en fait. L'Afrique, elle est vraiment partout. On ne peut pas dire qu'elle est nulle part, elle est partout. L'Afrique est partout. J'ai dans la salle des personnes qui sont venues de très loin pour prendre part à cette émission. Georges. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous, je me présente Georges Niba. Moi, je suis arrivé au cours de film, malheureusement. Mais j'ai été tout de suite plongé dans l'histoire, dans l'atmosphère de la rumba. Moi, ce que je trouve vraiment important à dire, c'est que nous autres, nous sommes de la nouvelle génération, la génération réseaux sociaux, TikTok, Snapchat, Instagram, et tous ces cancers, entre guillemets. Et c'est une génération que je peux qualifier d'impatiente. C'est-à-dire qu'on aime beaucoup les choses qui bougent, qui vivent, les films d'action. Si vous voyez même les petites vidéos sur WhatsApp, les anciennes générations aussi sont dessus, avec des vidéos courtes de 10 secondes, donc qui n'ont vraiment pas de sens, mais qui nous divertissent et qui nous divertissent. Donc, on est dans une génération, une époque qui nous rend de plus en plus impatients. Et donc, vous n'avez pas le temps de creuser comme... C'est ça, exactement. Donc, il y a un peu moins de profondeur dans les contenus. Et j'ai l'impression que moins de profondeur il y a, plus c'est intéressant, entre guillemets, pour la nouvelle génération. Et je trouve super important ce type de concept. C'est la première fois que je participe. Donc, je voulais dire que c'est vraiment un ciné-club Nka, c'est une idéologie. C'est même pas un courant, c'est une idéologie. Merci. C'est encourageant. Juste pour terminer rapidement, pour reparler du film, du coup, on parle du documentaire. Ce qui m'a plongé directement dans l'atmosphère, alors que je suis arrivé en cours de film, c'est vraiment les images. J'ai envie de mettre l'accent sur les détails de chaque image choisie, la synchronisation avec la musique. Chaque détail est vraiment, vraiment, vraiment important. Et moi, pour le coup, je suis un gros consommateur de musique, mais je ne connaissais pas la rumba. Je connaissais la rumba, mais pas la provenance, pas l'histoire. Et vraiment, ce film, magnifique film, m'a permis de plonger dans cette atmosphère-là. Et donc, du coup, je vous remercie infiniment pour ce documentaire. Merci Georges. C'était important pour quelqu'un qui vit de l'autre côté et qui découvre. J'avais envie d'entendre ce qu'il y pensait. Et c'est pour ça que je vais passer la parole à une autre dame aussi. Merci beaucoup. C'est une surprise. Je n'étais pas prévenue, mais je prends quand même la parole. Merci. Comme Meryl l'a dit, on est des amis, les amis de 40 ans, 50 ans, comme on dit. Merci pour la présentation. Je ne vais pas revenir sur la qualité et la profondeur du film qui sont incontestables, comme l'ont dit les précédents intervenants. L'histoire que transmet, l'origine de la rumba que je ne connaissais pas, tout ce qui est raconté est vraiment d'une profondeur très, très enrichissante. Moi, j'ai une petite question, un peu sur un ton de légèreté. Je suppose que Monsieur David Pierre, vous dansez la rumba, vous êtes un grand fan de rumba, je suppose. On va te mettre au test. Je danse très mal. Oh, là, ça me déçoit un peu parce que j'espérais avoir quelques conseils de vous pour savoir comment, quelques secrets pour être un bon danseur, une bonne danseuse de rumba. Il faut peut-être demander à monsieur le premier conseiller qui est là avec madame. Je crois qu'on va finir par organiser quelque chose. Mais j'ai vu quelques pas de danse qu'il y a 2 jeunes filles qui ont montré comment est-ce qu'on fait, une espèce de tutoriel. Mais je pense que ça montre déjà comment est-ce qu'on fait les pas. Et ça, pour ceux qui ne savent pas, c'était quand même, c'était pas mal. Après la fin de l'émission, il va quand même nous montrer des piches. Et puis, monsieur le premier conseiller, là, on ne va pas le louper. Merci beaucoup. Merci encore pour merci, José Cuidja. Merci. Tu as raison, monsieur le conseiller, puisqu'il fait les mariages. Donc, oui. C'est avec la rumba. Donc, surtout que maintenant, les officiels qui organisent, qui célèbrent les mariages, dansent avec les mariés, apparemment. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que, quelqu'un veut prendre le micro?
Bonsoir à tous. Bonsoir. J'entendais régulièrement parler de la rumba, mais je suis arrivée en cours après 17h, mais le peu que j'ai pu suivre m'a beaucoup édifié sur les origines de la rumba et même le contenu, parce que régulièrement nous dansons sans comprendre ce qui se dit là-dedans. Pendant que je lisais les paroles, j'ai dit waouh, vraiment merci et chapeau au réalisateur qui a pensé à monter ça pour montrer, en fait, pour instruire le public sur les origines de la rumba. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai que comme tu dis, hein, moi aussi je lisais les paroles et puis je me rappelais les chansons sur lesquelles nos papas dansaient. Comme pour dire Monsieur Iloulou, nous aussi, on ne montait pas à travers les murs, mais on se mettait à côté des portes quand les parents dansaient au salon. On tirait le rideau pour regarder comme ça. Et puis on essayait aussi de faire derrière. Et ça marque. Toutes ces chansons, pendant que je les écoutais et j'entendais maintenant je peux comprendre le sens, mais c'était très fort. Et puis cette histoire de nombril contre nombril, Kumba. Allez, parle-nous-en un tout petit peu. Oui, parce que au départ, c'est un rituel de fécondité. C'est-à-dire que la femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, on faisait un rituel pour elle. Et en fait, pour remercier le fétiche, elle devait, quand elle avait eu l'enfant, elle était tombée enceinte, elle devait revenir au village et effectuer une danse, justement, qui était cette danse. La danse du nombril. Voilà. Et après, les danseurs, maintenant, il faut se toucher le nombril. Il faut essayer, c'est très intime en tout cas. On dit c'est le frottement. Le frottement d'un nombril contre le frottement de ventre, mais le frottement du nombril. Ah, mais comment est-ce qu'on peut se frotter les nombrils sans se frotter les ventres? Bon, c'est ça tout le mystère. Il y a une autre main. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Amadou Bouna, scénariste, réalisateur et universitaire par moment. Je suis toujours très ravi de venir au Ciné Klomka parce que tous les universitaires savent la difficulté qu'on a à voir des films africains en Afrique. Et c'est très bien que Marie-Noël essaye souvent, autant que possible, parce que ce n'est pas évident, de nous faire revivre de nous faire voir notre propre cinéma. Il n'y a pas longtemps, j'étais très ravi de revoir Les couilles de l'éléphant, 20 ans après Les écrans noirs, un film qui avait été énorme, qui a fait très, très fort aux écrans noirs en 2003, comme ça. Et il y avait des gens dans ça qui revoyaient ce film pour la première fois, qui étaient stupéfaits. Ils ne savaient pas qu'on pouvait faire des films de tel niveau en Afrique. Et là, je viens de revoir, de voir Rumba. Bon, ma question est très simple, apparemment, que je veux poser au réalisateur. C'est l'intelligence artificielle. Il y a quelques jours, grâce à l'intelligence artificielle, Booba a fait une chanson où il chante avec Maître Gims alors qu'ils n'ont jamais collaboré et ça a battu les records d'écoute et de vues en quelques jours. Et pourquoi? Comment ça s'explique? Et le lien avec l'intelligence artificielle? Je ne sais pas comment ça s'explique. Je crois que c'est même la question qui va être posée au colloque des écrans noirs cette année. Qu'est-ce qu'on devient les artistes face à l'intelligence artificielle? Si une machine peut fabriquer une musique en 2-3 jours en compilant des choses comme ça et ça bat les records de vues, quelque part ça rejoint ce que Georges disait tout à l'heure, la génération d'aujourd'hui, il n'y a pas de profondeur, les choses vont très vite. On ne sait même pas à quel moment on consomme. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que la rumba ne va pas désormais se faire dans les ordinateurs sans qu'on n'ait plus besoin de tous ces grands noms qui ont longtemps travaillé et qui ont travaillé dans une démarche très artistique? Quel avenir de la rumba face à l'intelligence artificielle? Je vais te couper, excuse-moi. Je trouve que c'est une très belle question, mais je pourrais répondre le mois prochain. Aux écrans noirs. Aux écrans noirs. C'est bien. Si on dit tout maintenant... Il n'y aura plus rien aux écrans noirs. Non, on va réserver ça pour les écrans noirs. Et puis, je le dis devant M. Bassek, non, nous sommes au Ciné Klomka aussi pour travailler pour les écrans noirs. Parce que je crois que si les gens viennent ici pour écouter, c'est pour qu'aux écrans noirs, ils découvrent ce que tu leur apportes. Parce que je dis toujours qu'on a la chance
d'avoir l'un des plus grands festivals d'Afrique. Et c'est souvent dommage qu'on fasse venir des films qui sont pas encore vus et que parfois les gens traînent la patte. Moi, quand je fais le Ciné-Club K, c'est parce que j'espère qu'on aura cette éducation à aimer les films, déjà, même ceux qui sont anciens, à venir en discuter, à en débattre, comprendre ce que c'est qu'un film, pour que quand il y a les écrans noirs, on n'aille pas seulement faire la montée des marches, mais qu'on remplisse les salles. Donc je voudrais souhaiter qu'aux prochains écrans noirs, tous ceux qui sont venus au Ciné-Club K remplissent les salles. Donc voilà, c'est ça le collectif dont tu as parlé. C'est ça qui est important, parce que sinon, on a une belle région avec justement les écrans noirs qui sont une vitrine pour le cinéma d'Afrique, parce qu'il y a plein de films qui viennent du Maroc, de Tunisie, de partout du monde. Et je crois que de la diaspora aussi. De partout, donc c'est important justement que les gens qui se lancent dans le cinéma viennent voir les autres, comment ils travaillent, posent des questions. Ça ne reste pas seulement à regarder, mais s'inscrivent aussi dans cette dynamique, parce que sinon, à quoi ça sert depuis tant de temps quand vous montre des films si vous ne les regardez pas, vous analysez pas, et vous posez pas des questions. Vous avez la chance au monde d'avoir des invités qui participent, donc profitez-en pour poser des questions, même si ça dérange, et c'est ça qui fait progresser aussi, parce que je pense que dans cette partie ici, dans la sous-région, on a besoin aussi de vous pour nous permettre de toucher l'autre partie des Amériques, parce que moi j'aimerais que les Afro-descendants qui sont en Colombie, en Équateur, au Brésil ou au Pérou viennent participer aux écrans noirs et viennent participer surtout ici dans la sous-région pour montrer les films et qu'on puisse faire des collaborations. C'est le vœu, parce que c'est facile de venir de Paris, c'est plus facile de venir de Douala, de Belgique, mais on commence à voir maintenant des films qui viennent de très loin, et vous avez la chance justement de pouvoir les voir. Venez nombreux, parler, discuter, et ne travaillez pas tout seul dans un coin, quoi. Merci. Et puis, Monsieur Bassek, je voulais quand même vous dire merci de tenir ce festival. Je sais que c'est pas facile, mais on ne le dit pas assez, mais il faut le dire. Je dis partout où je pars, je dis on a la chance d'avoir un très grand festival, et ensemble, seulement ensemble, qu'on peut le réussir. Tout seul, Monsieur Bassek ne peut pas. Et je remercie ceux qui le portent jusqu'à ce jour. Passez le micro à Bassek Bakobio qui voudrait nous dire un mot. Surtout maintenant, il y a plein de jeunes autour de lui. Mais tout le monde doit mettre du sien. Il nous appartient. Merci pour tout ce que vous avez dit, mais on ne parlera pas des écrans noirs là, après ça. Merci. Non. Je voudrais que la question de Bouna tout à l'heure, j'oublie toute la partie écran noir. Elle a son importance. Quand on voit un film comme celui-ci sur la rumba, avec toute la création, avec le texte, avec le contexte, n'est-ce pas? On se dit qu'est-ce que ça va être demain. Et peut-être qu'il a évoqué des discussions qui auront lieu par rapport au cinéma, mais pour la musique, ça risque d'être beaucoup plus grave. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que lorsque vous voyez un art, un artisanat fait en Chine, il vous semble plus beau, meilleur même que celui qui est fait en Afrique. Pourtant, c'est des reproductions. Et donc, quand on voit des musiques aussi originales, avec toute cette pensée, ce souffle qu'il y avait derrière, on se demande de quoi sera fait demain lorsqu'il y aura l'intelligence artificielle. Et donc, je crois qu'oublions la fête du cinéma, mais pensons vraiment à cette rumba, en se disant qu'il va falloir qu'un Chinois se mette derrière des machines, fasse en sorte que les voix de Taboulé et des autres reviennent, qu'il y ait de la musique qui avance, et réfléchissons déjà à ce qui va faire la rumba véritablement, n'est-ce pas, originelle à ce moment-là. C'est peut-être le fait que simplement il y aura toujours l'homme. Mais s'il y a toujours l'homme, commençons à y réfléchir. Je crois que nous avons cette chance-là. Et je vous assure, quand on voit un film comme la rumba, comme le film, n'est-ce pas, qu'on a vu sur la rumba, on se pose la question de savoir si demain, on pourra continuer à avoir cette force originelle faite d'Afrique. Et qu'il y ait le souffle africain toujours là. Parce que là, ce film aussi, on a beaucoup dit des choses. Mais on oublie aussi qu'il y a véritablement une identité africaine qui se dégage dans ce film-là. Et c'est peut-être la perte de cette identité dont on a peur et dont il parlait.
Je crois que l'AI, c'est l'intelligence, c'est l'IA en français. Oui, je crois. Non, ça fait peur à tout le monde. Hein? Oui, ça fait peur, surtout aux gens du Nord. Mais on peut voir à l'entrée, là, il y a des photos en couleur. Il y en a qui ont été faits avec l'IA. Donc ça donne pas ce que... En revenant à ce que Amadou a dit avant la réponse de Bassek, ça demande pour moi, l'IA, c'est une technique. Parce que si on a maintenant la facilité de composer des musiques, mais que le résultat soit celui que nous avons, parce qu'en fait, c'est le résultat qui compte. Est-ce que si nous arrivons encore à avoir des musiques rendues par l'IA comme nos instruments, parce que c'est des hommes qui jouent avec une certaine âme, si l'IA arrive à nous faire ça, c'est peut-être comme aujourd'hui le robot arrive à nous écraser les arachides au lieu qu'on le fasse sur la pierre. Moi, je voudrais voir l'IA comme un instrument pour faciliter la vie. Mais du moment, si ça galvaude, ou alors si ça change la sensibilité du produit, bon, là, je crois qu'on peut commencer à se poser des questions. Non, pas pour tout, je pense. Moi, pour faire simple, il va manquer l'âme. Il va manquer l'âme. Et c'est ce que je disais, si l'âme reste, mais c'est ça qu'on a peur de perdre. Bonjour, Bonjour je suis Madame Iloulou Fernande. Enchantée. En fait, il y a un aspect que je voudrais partager avec vous pour parler de la rumba qui a traversé les frontières. On a dit que la rumba a fait naître le phénomène de la SAP au Congo. Et dernièrement, j'étais en train de suivre une émission à la télé congolaise. Il y a un jeune japonais qui a quitté le Japon, qui a eu pour thème la SAP. Il est arrivé au Congo pour essayer d'étudier le phénomène de la SAP au Congo. Donc c'est une façon de dire que la rumba continue à travailler dans le temps, dans les continents. Voilà, en fait, c'est une contribution que je voulais mettre à notre disposition. Merci beaucoup. J'aurais aimé que vous soyez Rapidement, là je vais continuer pour dire... Oui, allez-y. Moi, c'est M. Iloulou, je ne t'ai pas présenté lors de ma première intervention. Non, la rumba, c'est une âme. La rumba, c'est un esprit. La rumba, c'est toute une vie. La rumba, c'est une partie de l'humanité. Donc, quand vous voyez des grands esprits chanter la rumba, ça veut dire que je vais vous dire aussi, parce que j'ai volé l'idée de mon épouse, pour dire qu'en ce moment, il y a des thèses de doctorat qui sont faites dans les deux rives du fleuve sur la rumba. Et je vais citer le nom de Bienvenu Boudimbu, qui a beaucoup pris d'ailleurs chez le grand Fila. Il a beaucoup pris, il a soutenu sa thèse de 2A et sa thèse de doctorat. En ce moment, il enseigne en faculté de lettres à Brazzaville pour avoir soutenu sur le thème de la rumba. Donc, vous les jeunes, le Makossa n'est pas mort. Pendant que le Makossa est encore vivant, il y a les Toto Guillaume, il y a les Boni Bidé, il y a les petits pays. Allez vers ces vieux-là, prenez-en les matériaux pour faire vos thèses. Ne soutenez plus sur Robespierre, sur je ne sais pas qui. Il y a la rumba. Oui. Il y a de la matière. Sur Rousseau, non. Soutenez sur vous-même. Et quand on parle de à quand l'Afrique, là. Et je vais dire aussi une chose, Marie-Noël. Beaucoup d'écrivains congolais ont donné dans la rumba, parmi lesquels Tati Loutard, Sylvain Bemba et Henri Lopez. Quand vous entendez chanter Franklin Boukaka, la dernière chanson qui a clos le film, c'est une chanson de Franklin Boukaka, c'est, je crois, Luzolo. Voilà, c'est ma femme qui me rappelle parfois les titres. Alors, donc, les écrivains congolais, quels qu'ils soient,
aussi futés qu'ils soient intellectuellement, ils ont donné parfois, ils ont écrit des chansons qu'ils ont données aux musiciens. Franklin Bukaka, par exemple, chantait ce que Lopez écrivait. Les Rochereau venaient à Brazzaville, le Rochereau de l'autre rive, venaient à Brazzaville prendre les textes chez Tati Loutard. Ils organisaient, ils organisaient des séances comme ça. Mais vous êtes, j'ai comme l'impression que vous devez même faire un film ou alors écrire un livre. Parce que sinon, avec vous, je crois que non, on ne s'arrête j'ai pas. puisé à la source, ne vous en faites pas, Marie-Noël. Merci. J'ai longtemps causé avec Ndala Graye, que vous avez vu dans le film. Et je côtoyais parfois le grand Fila dans les couloirs de la fac. Et c'est comme ça que j'ai eu les bribes de la musique congolo-congolaise. Et voilà. Mais Monsieur Iloulou, tout à l'heure, vous avez dit une chose. On va chuter là-dessus. Attendez, ne vous asseyez pas. Oui. Vous avez dit la rumba est née au milieu du fleuve. Oui, je voulais comprendre ça. Est-ce que c'est parce qu'il y avait... La rumba, c'était aussi une espèce de rite? Est-ce que c'est parce que les peuples se retrouvaient, ceux des deux rives, au milieu du fleuve pour certaines, je ne sais pas quoi? Est-ce que je peux comprendre mieux? Merci. Ça m'intriguait un peu. Merci Marie-Noël. Quand je dis que la rumba est née dans le fleuve Congo, c'est dire que personne n'est propriétaire ni du fleuve ni de la rumba. Il y a eu un grand débat là-dessus. Nos frères de l'autre rive voulaient s'approprier la rumba. C'est pour ça que ça a pris du temps pour devenir patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il a fallu beaucoup de voyages. Le grand Fila, de son vivant, a effectué beaucoup de voyages de l'autre côté du fleuve pour leur faire comprendre que non, ne faites pas ça. Ne vous appropriez pas la rumba. La rumba est née aussi bien du côté de Kinshasa et du côté de Brazzaville. Et avec des arguments concrets, David ne me dira pas le contraire, il a finalement convaincu nos frères d'en face qui se disent toujours qu'ils sont plus peuplés, donc c'est pour eux. Mais quand nous nous retrouvons... ça n'appartient à personne. Voilà, ça appartient à l'Afrique. Au fleuve. Le fleuve Congo, ça fait 4700 km² et ne coule au Congo-Brazzaville que sur 700 km. Mais c'est notre patrimoine commun aussi. Merci. Merci beaucoup. C'est un fleuve bicéphale. Voilà. Un fleuve bicéphale. On va ouvrir ce débat plus tard. Léontine, tu peux nous dire quelque chose pour conclure cette émission? J'aimerais m'attarder un peu sur la symbolique de la rumba comme nombril. Comme nombril. En réfléchissant, je me dis que chacun de nous a un nombril. Enfin, les êtres humains, les terriens, je ne sais pas ce qu'il en est des martiens et autres. Chacun de nous a un nombril qui est en fait le cordon ombilical, c'est-à-dire la partie visible qui est restée du cordon ombilical qui nous reliait à notre mère. Alors, le film, quelqu'un l'a dit avant, s'ouvre sur... la mer, l'océan, des paysages, et se referme également sur la mer, des paysages, un coucher de soleil. Tout cela m'interpelle et je me dis, notre cordon ombilical, finalement, la rumba, c'est un pan, non seulement un pan de notre humanité, c'est l'humanité. Merci. C'est l'humanité. Merci. Allez, on va finir un mot de toi et puis on va dire au revoir à tout le monde. Oui, c'est tout à fait ça. C'est quand on parlait d'éternité éternelle, c'est tout ça. C'est pour ça que je revendique absolument cette filiation qui s'appelle, j'ai mis en place, Infini d'Afrique. La rumba, c'est ça. Alors, écoute, on va te remercier. C'est ici que s'achève notre session 18. On va remercier d'abord toi d'avoir accepté de venir, partager avec nous ton expérience, nous permettre de discuter autour de tes films et puis partager ta sagesse et ta sérénité, parce que tout le monde disait c'est un monsieur profond et serein. Merci. Tu ne savais pas. J'allais dire merci de m'avoir supporté. Donc merci pour ce que tu as fait pour nous, merci pour tous ceux qui sont venus, merci à vous tous, merci aux partenaires, à l'Institut français qui nous a accompagnés,
qui nous a soutenus encore pour cette édition. Merci à tous ceux qui nous soutiennent tous, très souvent. Merci à toute l'équipe du Ciné-Club K qui a donné du leur pour que ceci puisse être possible. Je voudrais vous remercier et vous souhaiter de passer un très bon week-end et en vous souhaitant de vous retrouver à la prochaine session. Au revoir. Merci.